et bienvenue donc dans le cadre de la série questions et réponses. Alors, les gens me font des demandes par mail, par Messenger, par divers moyens qu'on le retrouve dans les réseaux sociaux, et ils me font part de leurs questions sur différents sujets. Puis moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Bélanger, puis donc je fais des lectures intuitives depuis plus de 25 années. Donc j'ai fait des lectures pour des gens qui ont des problèmes de santé physique, énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Et j'ai fait des soins également, et donc les gens me posent des questions qui veulent comprendre davantage sur certains sujets. Très souvent, ce sont des questions qui les concernent. Récemment, j'ai eu une question qui est un petit peu différente. C'est une question qui touchait donc un domaine général, mais qui touche un domaine aussi, qui touche actuellement les nouvelles aussi. C'est une personne qui était curieuse et qui me demandait est-ce que moi j'avais déjà eu des gens qui avaient donc des problèmes concernant la pédophilie. Et est-ce que j'avais des expériences, qu'est-ce qui se passait après la mort pour des gens de ce type, qui avaient ce type de problème-là, qui étaient donc décédés, puis etc. Alors donc j'ai creusé dans mon histoire, dans mes années de pratique pour me mettre en relation un petit peu avec ce que j'avais à dire là-dessus, concernant l'expérience pratique que j'avais eue. Puis évidemment, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant aussi d'aller faire un petit voyage. Dans la partie de la pleine conscience intuitive, il est possible de voyager dans ce que j'appelle le monde de la mort, pour me mettre en relation avec des personnes qui peuvent avoir vécu dans leur vie physique terrestre des expériences concernant la pédophilie et dans lequel, bien évidemment, on peut regarder qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui ressort de tout ça. Alors, j'ai fait une petite présentation que je vais vous faire à l'instant concernant tout cela. C'était inusité parce que ce n'est pas quelque chose que je fais normalement, mais comme je suis en mesure de le faire, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de vous partager et amener donc une réflexion à ce sujet-là. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est peut-être effectivement une expérience, un client qui était venu me voir. Il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui venait me voir avec une certaine appréhension concernant justement le fait qu'il avait des pulsions sexuelles envers son fils et qui était un enfant assez jeune. Et il était vraiment dans un état de désarroi par rapport à ça. Et puis il est venu me voir une fois. Alors, moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'était un soin, et j'ai fait une lecture intuitive, il y a un soin sur cette personne-là. Et ça faisait très longtemps, ça faisait pas très longtemps que je pratiquais à l'époque. Et comme c'est une première consultation, ce que je fais habituellement dans une première consultation, c'est un genre de vision d'ensemble de la personne et où je mets en évidence les raisons d'être associées donc à l'expérience, à ces pulsions-là qu'il avait en lui, qui était pour moi, en tout cas à l'époque, en relation avec un vécu d'humiliation que lui-même avait vécu en tant qu'enfant. Alors vous allez me dire humiliation, ça veut donc dire pourquoi il aurait envie de revivre l'humiliation. Mais en fin de compte, c'est que cette pulsion d'humiliation qu'il avait vécue l'avait mis en contact donc avec une forme de pulsion agressive envers des gens qui avaient pu lui faire subir ça en tant qu'enfant. Et puis lui, ce qui ressortait de ça, c'est que la colère, l'agressivité qu'il avait en lui, il avait tendance donc, il y avait une pulsion en lui qui voulait l'exprimer en fin de compte envers son enfant, un peu comme une forme de vengeance entre guillemets. Alors évidemment, ce que je suis en train de décrire là, c'est pas quelque chose de très beau, de très pur dans la dimension humaine, mais il faut bien se rappeler que l'être humain, il est ce qu'il est, puis que d'abord et avant tout, on a des pulsions animales en dedans de soi, et que l'humiliation qu'on a pu vivre en tant qu'enfant, ben on peut se retrouver avec des pulsions d'agressivité par la suite qui vont se manifester sur des victimes, c'est-à-dire sur des personnes qui ne méritent pas quelque part qu'on leur fasse vivre quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'était ça un petit peu qui était ressorti de la situation. Puis évidemment, plusieurs mois et peut-être même plusieurs années, je ne me rappelle plus exactement, cette même personne-là, elle s'est suicidée. Alors évidemment, ça fait un choc quand je l'ai su. C'est toujours malheureux de voir quelqu'un s'enlever la vie, quelles que soient les raisons, mais là, dans ce cas-ci, c'est que cette personne-là, donc, s'est enlevée la vie parce que ces pulsions-là le rendaient tellement honteux, le rendaient tellement mal à l'aise, qu'il n'était plus capable de se supporter, il n'était plus capable de se regarder. Bon, il y avait des éléments émotionnels, des événements qui s'étaient passés. Moi, je l'avais vu peut-être il y a 1 an ou 2 ans avant. Donc, et donc, évidemment, ce qui ça met en évidence pour moi, en tout cas clairement, c'est que une consultation en passant, ben, ça peut aider énormément, mais dans des situations de problèmes de cet ordre-là, évidemment, souvent un accompagnement va être beaucoup plus favorable.
Mais bon, ça c'était la petite parenthèse. Et donc, cette personne-là, donc, elle s'est retrouvée, donc, elle s'est suicidée. Et il y a une personne qui m'a demandé, donc, de faire une petite, d'aller voir ce qui se passait avec cette personne-là, qui était son frère à l'époque, qui est toujours son frère, évidemment. Et donc, j'avais fait une petite lecture pour justement faire un travail là-dessus. Puis, ce que je voyais de cette situation-là, c'est que cet homme-là se retrouvait dans une grande honte, il était renfermé sur lui-même. Il était dans un état émotionnel très, très puissant et très, très fort, dans lequel il était encore dans cette expérience de la honte et dans lequel il y avait des regrets d'avoir pu, parce qu'il semble-t-il que dans ce qu'il disait, il avait donc vécu, expérimenté des choses qu'il regrettait et concernant l'enfant en question, et il avait donc s'est enlevé la vie parce qu'il n'était pas capable de supporter ce qu'il était devenu. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ce que je voyais, c'était comme un individu qui était renfermé dans une espèce de chambre très sombre, dans lequel il ne se permettait pas justement de se pardonner, il ne se permettait pas de se pardonner. Alors, dans le processus, évidemment, on aurait pu dire, bon, on s'arrête là, c'est ça, c'est son enfer en quelque sorte qui s'est créé, c'est sa culpabilité qui le gardait dans un état de punition, de pénalisation, qui se manifestait envers lui-même. Maintenant, dans le cadre de la pleine conscience intuitive, on ne va jamais rester sur une observation de quelque chose. Moi, j'observe cette personne-là dans cet espace-là, on aurait pu dire, ben voilà, c'est ça qui se passe, mais on va donc chercher à proposer donc à la mémoire en question, la conscience de la personne décédée, ce qu'on peut faire pour amener une transformation. Cette transformation-là, finalement, c'est qu'on va donner à cette conscience-là selon le besoin pour ne plus être dans la souffrance. Alors, c'est ce que j'ai fait, puisque c'est ça que je fais toujours. Donc, je lui ai proposé qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat. Et cette personne-là, à ce moment-là, elle m'a dit effectivement qu'elle avait un énorme trou noir à l'intérieur d'elle-même et que son seul espoir pour s'en sortir, c'est qu'on puisse remplir ce trou noir-là. Donc, grâce à la pleine conscience intuitive, il est possible donc de générer tout ce qui est demandé. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc créé donc de la lumière et j'ai rempli ce trou sombre qui est en lui de cette lumière-là. Et puis, ce qui est apparu, évidemment, à ce moment-là, c'est comme, je dirais ça comme ceci, une genre de libération, un peu comme un individu qui était complètement renfermé sur lui-même, et quand la lumière est amenée, l'individu, c'est comme si c'était comme coupé en morceaux, en fin de compte. On peut y exploser, en fin de compte. Et l'explosion, en fait, que sa tête était là, les deux bras, un bras était là, l'autre bras était là, il y avait comme une espèce de déconstruction de l'image de lui-même que je percevais dans la scène. Et ce que je constatais, c'est que cette déconstruction-là, c'était un peu comme une forme de libération parce qu'il y avait chez cet individu-là une identification à une souffrance émotionnelle qui était très grande, qui n'était pas reliée seulement à son vécu à lui, mais qui était reliée donc à des résonances qu'il avait avec des mémoires d'autres vies. On pourrait dire qu'il avait vécu ça plus avant, si on le souhaite aussi, on peut envisager diverses options de façon de voir les choses, mais ce qui ressortait de ça, c'est que cet individu-là s'était fortement identifié donc à lui-même, à sa souffrance qu'il avait vécue en tant qu'enfant, mais il avait également plusieurs résonances avec des mémoires d'autres vies, dans lesquelles il y avait des individus qui avaient aussi exploité des enfants. Et il y avait donc, et ces êtres-là qui avaient exploité des enfants n'avaient pas été, entre guillemets, punis pour ce qu'ils avaient fait. Donc, cet homme-là avait en lui un sentiment de souffrance dû à ce qu'il avait vécu dans son enfance, mais en plus de ça, il y avait des résonances qui se vivaient avec d'autres individus, et ces résonances-là faisaient que lui, avec d'autres mémoires d'autres vies, et ces résonances-là faisaient à quelque part que non seulement il avait vécu ce qu'il avait vécu en tant qu'enfant, mais il portait à quelque part cette forme de pulsion qui est en lui, puis en même temps cette espèce d'impression qu'il savait qu'il faisait quelque chose de mal, puis qu'en même temps, quelque part, il méritait la punition. Parce que ces gens-là, qui dans ces mémoires d'autres vies-là, ils avaient vécu impunément, en fin de compte, tout ça en sachant, quelque part, au fond d'eux, qu'il y avait quelque chose de négatif, de mal dans ce qu'ils faisaient. Alors, quand on a envoyé donc cette lumière-là, où j'ai perçu cette déconstruction-là, j'ai pu voir donc apparaître ces mémoires d'autres vies. Et ces mémoires d'autres vies-là, finalement, bon, étaient un peu comme dévoilées dans la lumière. C'est-à-dire que je les voyais, puis, mon Dieu, on est vu, on est découvert, on voit qui on est. Et le fait que ces êtres-là soient vus tels qu'ils étaient, et dans leur culpabilité, dans leur souffrance, dans leur douleur, dans ce qu'ils avaient pu commettre comme action, ben c'est un peu comme si, effectivement, ça leur donnait l'opportunité d'être vus. Et parce qu'ils étaient vus, ben, l'opportunité d'être pardonnés
devenait quelque part quelque chose de naturel, c'est-à-dire que ça devenait possible de les pardonner parce que justement ils étaient vus dans cette lumière-là. Donc il y a tout un travail qui a été fait dans ce sens-là pour les libérer, pour les dégager de leur souffrance à ces mémoires-là. Et donc la conscience de cet individu-là a pu, quelque part, à travers cela, ressentir comme une forme d'acceptation, je dirais, de ce qu'il avait pu être, parce qu'il comprenait que ce qu'il avait été était finalement une conséquence, pourrais-je dire ça comme ça, d'un passé qu'il avait comme forgé, qu'il avait comme construit quelque part, puis à laquelle il s'était identifié à une voix, une expression de lui-même qui n'était pas nécessairement ce qu'il était le plus profondément en lui. Donc tout ça a permis effectivement qu'il y ait un travail de paix, d'harmonie qui se fasse chez cette conscience-là de cette personne décédée. Et il y a pu donc avoir une libération et il y a une forme de sentiment de paix qui en est résulté. Puis ça a soulagé énormément donc sa sœur qui était inquiète dû aux circonstances de la mort, puis aux raisons aussi de tout ça, ce qui l'avait beaucoup inquiété. Donc ça, c'était un exemple que j'avais peut-être envie de vous partager, qui fait partie donc de mon expérience des consultations que j'ai pu avoir avec des gens. L'autre expérience que j'avais envie de vous témoigner, c'est que j'ai fait donc un petit voyage, je me suis dit, tant qu'à faire, ça pourrait être intéressant, donc d'aller voir un peu ce qui se passe. Alors j'ai fait un voyage, je n'ai pas cherché à me mettre en relation avec une personne en particulier, j'ai plus été en relation donc avec un regard, je dirais, de mémoire de personnes décédées, conscience de personnes décédées qui s'étaient suicidées et qui avaient donc un passé de pédophilie. Et ce que j'ai pu voir à ce moment-là, ce que j'ai pu observer, entre autres, une conscience avec laquelle j'étais vraiment intéressé parce qu'elle avait une énergie très particulière, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Cette personne-là, elle avait une forme de force intérieure. C'est bizarre parce que quand une personne s'est suicidée, habituellement, elle s'est suicidée parce qu'il y a une forme une culpabilité profonde qui l'a amené à le faire. Et souvent, bon, il y a une forme de souffrance, c'est sombre, c'est négatif. Mais cet individu-là n'était pas porteur de cette émotion-là. Il était beaucoup plus porteur d'une émotion qui disait quelque chose comme ceci. Je me suis suicidé parce qu'il fallait le faire. Et quand je demandais pourquoi, mais il fallait sauver les apparences. Sauver les apparences en voulant dire, ben voilà, être pédophile, c'est pas acceptable socialement parlant, donc il fallait que je paye. Mais au fond de moi, je sais que ce que je faisais, c'était pas répréhensible à mes yeux à moi. C'était répréhensible d'un point de vue social, mais que finalement, la société est prise par les apparences, et les apparences, c'est que le bien et le mal, donc le mal ne doit pas être vu, c'est-à-dire qu'on doit le faire en cachette, et le bien doit être mis en lumière pour que tout le monde applaudisse et tout le monde soit content. Ça ne veut pas dire pour autant que parce que cette lumière est mis en avant, qu'il n'y a plus de noir, il n'y a plus de sombre. Le sombre demeure présent, sauf qu'il n'est pas visible. Alors c'est comme ça qu'il me parlait beaucoup, c'est beaucoup avec cette notion d'apparence, qu'il fallait quelquefois cacher, dissimuler mettre les apparences d'une façon avantageuse pour que justement tout se calme. Et que lui avait donc le devoir de faire ça, c'était comme normal. Et ce qui est intéressant dans ça, et qui est une réflexion que j'amène aussi, c'est que je voyais que cet individu-là, dans le monde de la mort, comme il avait une conscience très forte, détaché du bien et du mal, parce qu'il avait vraiment un côté très libéré, je dirais. Pour lui, c'était pas négatif, c'était pas mal ce qu'il avait fait, puisqu'en même temps, il comprenait quelque part que ce qu'il avait fait lui donnait l'opportunité de pouvoir être comme un leader dans le monde de la mort, un peu comme un individu qui développe une conscience supérieure dans le monde de la mort, parce qu'il est dégagé donc de tout ce qu'on pourrait appeler le mal. Donc comme il est libéré du mal, il peut effectivement être à l'intérieur de cet univers-là où on pourrait dire que la conscience des personnes décédées vibre avec la culpabilité, et le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, lui pouvait justement se mettre dans une position en disant, moi je suis libre là-dedans, à l'intérieur de cet univers-là, donc je ne me sens pas coupable, et je peux très bien, quelque part, me retrouver dans une position où je peux développer un certain pouvoir à l'intérieur de cet univers-là. Donc au début de la scène, quand je l'ai vu, je le voyais se faire dans un endroit très sombre, un peu dans une prison où il était maltraité. Puis en même temps, il disait que c'était un mal nécessaire, qu'il comprenait quelque part qu'il fallait qu'il paye ce qu'il avait fait, tout en étant conscient que ce qu'il avait fait n'était pas nécessairement une chose négative à ses yeux. Et tout le processus met en évidence qu'à un moment donné, après avoir fait ça, il pourrait retrouver une certaine position de leader. Et cette position de leader lui permettrait par la suite de pouvoir justement
construire, créer quelque part un regroupement d'êtres comme lui qui pourrait justement donc avoir une influence sur la planète Terre. Alors, c'est un peu surprenant ce discours-là, parce que c'est un discours à laquelle je ne m'attendais pas et que j'avais donc envie de vous partager, puis qu'on réfléchisse ensemble un peu à l'idée de tout ça. Alors, j'ai poursuivi donc le travail, puis j'ai constaté que cet individu-là, finalement, cette conscience-là, quelque part, qui était dégagée beaucoup de la notion du bien et du mal, avait le sentiment qu'il y avait un certain pouvoir, une certaine puissance, et que cette puissance-là, évidemment, lui permettait donc de pouvoir influencer d'autres consciences de personnes décédées et de pouvoir effectivement donc construire, j'ai utilisé les termes caricaturaux, construire une gendarmerie, on va l'appeler comme ça, et une armée de conscience qui aurait donc un impact, puisqu'elle ne peut pas avoir un impact vers les niveaux supérieurs. Le seul moyen pour elle d'avoir un impact, c'est sur le monde inférieur. Le monde inférieur, bien évidemment, c'est le monde terrestre, entre autres, hein, puisque le monde terrestre, c'est le monde de la densité, de la matière, et l'être humain que nous sommes sur Terre génère donc un champ subtil, et ce champ subtil-là, c'est une porte d'entrée, une porte d'entrée vers ces univers plus subtils-là. Et puis, selon le cas, des gens qui ont des consciences qui vivent à des niveaux assez bas vont donc vibrer aussi avec ce genre d'informations, de mémoire-là. Et comme ces gens-là, quelque part, avaient une vision délurée, je dirais, la notion du bien et du mal n'existe pas, on peut faire un peu ce qu'on veut, ben quelque part, c'est comme si ces êtres-là pouvaient influencer d'autres êtres humains sur Terre, et de cette façon, ben quelque part, c'était une opportunité de créer comme un genre de situation où l'être humain se retrouvait contrôlé, en quelque sorte, par ces consciences-là, finalement, dont je vous parlais. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait penser à des choses qui sont dites actuellement. On trouve ça beaucoup sur Internet. On dit beaucoup qu'il y a des gens, il y a des regroupements de gens qui sont associés au satanisme, par exemple. Alors moi, j'ai toujours regardé ça avec un certain recul, parce que bon, ce que j'ai vu à travers cet événement-là, cette information-là, ce que je me suis dit finalement, c'est que il y a dans le monde subtil des consciences qui peuvent être effectivement peu évoluées, mais qui peuvent avoir une certaine intelligence des instincts, une certaine intelligence des pulsions primitives, qui ont compris quelque part que ces pulsions primitives-là, lorsqu'elles étaient reconnues et acceptées, même si elles sont négatives, même si elles sont reconnues socialement comme étant des choses qui ne sont pas acceptables, comme la pédophilie par exemple, le fait à quelque part de pouvoir l'assumer, de pouvoir le vivre, de pouvoir influencer, hein, parce qu'on joue à quelque part sur la notion du bien et du mal. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? Hein? Dans ces êtres-là, il y a une vision d'acceptation de choses qui sont inacceptables, et je sentais que ce pouvoir justement d'être dans l'inacceptable, de pouvoir mettre de l'acceptation dans quelque chose qui est inacceptable, ben, ça pouvait effectivement générer un élément de quelque chose qui devenait, la frontière devenait plus ténue entre ce qu'on peut appeler le bien et le mal, et que ces états de conscience-là, ben, effectivement, pouvaient donc influencer d'autres êtres humains sur Terre, puis que ces autres êtres humains sur Terre-là, ben, quelque part, ben, ça générait, ça augmentait quelque part leur capacité à vibrer avec des pulsions primitives, et ces pulsions primitives-là ben, rendaient l'être humain donc moins désireux d'un processus évolutif, mais plus désireux d'un processus qu'on pourrait qualifier d'involutif, c'est-à-dire plus connecté avec un élément plus sombre. Alors, ce que je voulais amener, peut-être pour conclure par rapport à cette question-là qui m'était posée, qu'est-ce qui arrive avec une personne décédée qui a été, par exemple, dans ce cas-ci, la question qui m'était posée, c'était concernant la pédophilie. Ben là, je vais donner deux exemples. Et ce qui est clair, quelque part, ce qu'il faut comprendre essentiellement là-dedans, c'est qu'une personne qui a vécu sur Terre des expériences, quelles qu'elles soient, si elle les perçoit comme étant négatives et qu'elle se suicide en ayant un sentiment de honte ou de culpabilité, quoi que ce soit, c'est bien évident qu'il y a un genre de période de purgatoire qui va en résulter. C'est-à-dire que cet individu va se retrouver dans un niveau de conscience dans lequel elle va purger une peine pour se libérer, se dégager. Et elle va la purger tant et longtemps que sa conscience ne sera pas en mesure de se libérer en fin de compte, d'accueillir à quelque part qui elle est vraiment. C'est-à-dire reconnaître que la pulsion qui l'a amené à vivre ces choses-là, c'était quelque part quelque chose qui était en relation avec un processus émotionnel à lequel elle s'était identifiée, qui peut être relié à des mémoires d'autres vies, qui peuvent être reliés bon, à un tas de choses, reliées donc au passé, et que lorsqu'on arrive justement à se dégager de ce passé-là, bon, on peut passer à une autre étape où notre conscience peut évoluer, et elle peut passer à une autre étape où elle se détache complètement de ce poids émotionnel qui l'empêchait de s'élever pour pouvoir accéder à un niveau supérieur. Donc ça, c'est une explication d'un certain type d'individu.
L'autre type d'individu, qui est le deuxième exemple que je donnais, ce sont des gens, quelque part, qui ont un ego qui est plutôt fort, qui ont une conscience égoïque très forte et qui ont une conviction, effectivement, de poser un regard sur l'être humain dans lequel on se dit, ben voilà, moi, je crois, en quelque part, que l'humain a le droit de faire ce qu'il veut, et que parce qu'il doit faire ce qu'il veut, ben, quelque part, la notion du bien et du mal, elle est relative. Et que dans ces conditions-là, ben, le monde où ces vibrations instinctives et animales se retrouvent devient un monde, à quelque part, dans lequel il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de regard négatif par rapport à ce monde-là. Au contraire, on va le valoriser, on va le reconnaître, on va lui donner de la lumière sombre, mais on va lui donner de la lumière dans le sens qu'on va lui donner de la valeur et on va dire, ben voilà, moi je crois quelque part que on peut construire, on peut renforcer la conscience égoïque de l'être humain en étant accroché, en étant identifié effectivement à une dimension plus primitive et plus animale et qu'en le valorisant, ben, on peut parvenir donc à donner à donner quelque part plus de force et plus de puissance à ces fréquences-là, ces vibrations-là. Et c'est là que cet individu disait justement qu'il était comme qu'il est devenu un peu comme un leader là-dedans, parce qu'il était effectivement capable, lui, de se dégager de ça. Il y avait toute une réflexion, comme j'ai présenté au début, là, qui mettait en évidence qu'il n'avait pas cette vision du bien et du mal, que pour lui, c'était bien ce qu'il avait fait, à quelque part, et que l'être humain avait comme appris, lui, par sa vision morale, à mettre du bien et du mal un peu partout, mais que lui, à quelque part, était détaché de ça. Il comprenait que tout était, il n'y avait pas rien qui était associé au mal. Et dans ce sens-là, bien évidemment, il y avait donc cette volonté, lui, de construire ce que j'appelais l'armée, hein, qui est un terme caricatural, encore comme je le dis, qui est une forme d'armée de conscience, hein, une conscience à quelque part d'individus qui vibrent avec lui et qui ont un impact plus grand sur l'humanité, puisque cette conscience-là est capable d'influencer des gens qui ont des résonances avec eux. Donc, sur Terre, donc les gens qui sont sur Terre, qui ont des vibrations, des résonances avec ce type de mémoire impulsive et instinctive, bien, ça va amplifier ça et ça va leur donner encore plus de cohérence, par exemple, et c'est là qu'effectivement, il y a une espèce de dégrégare ou de construction psychique qui prend forme sur Terre, où des gens peuvent valoriser donc ce genre de situation-là, alors que d'un point de vue social, on sait bien que c'est inacceptable. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager. Alors, c'est sûr que quand on parle comme cet exemple-là que je viens de donner, bien, ça ouvre la porte à bien des réflexions. Moi, ce que j'aimerais vous dire là-dessus, c'est que nous, on vit sur Terre. On est dans la matière, on est dans une organisation objective de la réalité. Dans le monde subtil, quand on fait des voyages, comme ce que je viens de vous présenter, c'est des voyages qui nous permettent de découvrir que la conscience humaine, elle vibre dans ces univers-là, dans des univers plus subtils, moins tangibles, et avec lesquels on peut plus interagir avec eux. Mais j'ai pu constater à travers ce voyage-là, avec cette deuxième type de mémoire, ou ce leader qui se présente comme un leader, là, que cette conscience-là était assez égocentrique et assez peu fermée, peu fermée à la nature évolutive. C'est-à-dire que quand on utilisait la déprogrammation, par exemple, j'ai constaté que cette mémoire-là était beaucoup plus organisée, figée, structurée, moins dans un processus de libération, parce qu'évidemment, la déprogrammation va se faire quand un individu va accepter aussi de se dégager, de se libérer. Et dans ce cas-là, ce n'était pas une mémoire qui avait une réceptivité énormément grande à changer, à évoluer, parce que pour elle, elle avait donc une conscience définie et elle se disait parfaitement en harmonie avec dans l'univers dans lequel elle était. Donc, elle n'avait pas envie de quitter cet univers-là pour vibrer à des niveaux supérieurs, par exemple. Donc, ça amène une réflexion sur ce qu'on voit sur Terre, cette espèce de vision qu'on peut avoir, bon, de gens, par exemple, on parle de satanisme, par exemple, on parle de gens qui manipulent la conscience humaine. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que tous ces phénomènes de manipulation qu'on peut qualifier, associés à des gens, par exemple, etc., on doit comprendre qu'on est nous-mêmes tous, en tant qu'humains, manipulés par une conscience mémorielle. La conscience mémorielle, c'est quoi? Mais c'est ce qui existe depuis le début des temps. Donc, les pulsions primitives que l'être humain a de la difficulté encore aujourd'hui à apprivoiser, ben, c'est évident qu'elle existe depuis le début des temps et qu'on peut concevoir qu'effectivement que des gens qui vibrent dans ces niveaux de conscience-là vont donc inévitablement résonner avec des mémoires qui sont reliées donc à des expériences du passé associées donc à des pulsions primitives. Et je pense que c'est tout ça quelque part qu'il faut maintenant reconnaître de plus en plus, hein, c'est que ces pulsions primitives-là
vont amener donc des êtres humains sur Terre à pouvoir justement prendre des avenues de direction qu'on pourrait qualifier un petit peu comme bon, de sectaires, mais aussi, bon, on va les appeler sataniques, bon, des termes comme ça qu'on lance, hein. Je ne veux pas aborder ces thèmes-là en détail, parce que le thème, la réponse que je voulais vous donner était davantage orientée sur le thème de cette question-là, sauf que les petits voyages que j'ai faits m'ont amené à vous amener à amener une réflexion là-dessus, donc peut-être que je reviendrai sur ces thèmes-là, mais évidemment, c'est un petit peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, je ne voulais pas que ce soit trop long. Donc évidemment, s'il y a des questions, des interrogations sur le sujet, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, on pourra chercher à approfondir dans d'autres vidéos sur le sujet, puisque c'est un sujet qui peut être très intéressant, d'aborder aussi euh, d'autres thèmes, hein, de qu'est-ce qui se passe après la mort, hein, dans tel thème, dans tel type d'expérience, etc. On pourrait aller un peu plus loin. Si ça vous dit, moi je suis toujours à votre service pour répondre à des questions si vous en avez envie, donc vous pouvez m'en faire part. Vous avez tout ça sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube. Vous allez retrouver donc tous les vidéos, que ce soit des conférences que j'ai faites, des séries questions et réponses que j'ai pu donner, ou encore des webinaires que je donne pour des gens qui font la formation avec moi, les formations, puisqu'il y a une formation personnelle et professionnelle. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'ensemble de tout cela. Sous la vidéo, vous avez des liens qui vont vous permettre de découvrir tout cela. Alors, ben, moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine question-réponse, ou encore un webinaire ou une conférence. Alors, ça me fera plaisir. Au revoir.